Bonsoir à tous, bienvenue. On se retrouve sur la chaîne Réservoir Pop ce soir pour une émission pour le padré, pour le patron, pour le papa, pour Superman, bien évidemment, le meilleur d'entre nous. Et ça fait super plaisir pour parler du grand bonhomme de Smallville d'être avec NCK. Je suis avec Dylan, bien évidemment, le co-animateur, le co-créateur de la chaîne, et avec NCK de la Ligue des Nakama. Comment vas-tu? Ça va les gars, ça va. D'ailleurs, je viens de remarquer vos petits costards. Je vois que vous êtes sur votre 31 là, accordé. Écoute, c'est un hasard. J'étais chez moi, plateau télé, et je l'ai dit comme ça, c'est mon pyjama, en général. C'est faux. Bien évidemment, c'est faux. C'est le seul vêtement qu'on a, évidemment. Peut-être la seule cravate que j'ai, par contre. Hein, ça, c'est c'est vraiment pas. Déjà que j'ai pas m'habillé comme ça pour aller bosser, alors je peux te dire que c'est vraiment. C'est un effort, monsieur. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. NCK, ça fait plaisir. Mais de rien. On parle du Grand Bleu, alors forcément, je réponds présent. Du coup, pour commencer tranquillement, alors déjà oui, c'est vrai que faut redire quand même, c'est le dernier live de cette chaîne-là. Même si Dylan continue sa chaîne, je continue ma chaîne. Tout à fait. NCK aussi. NCK aussi. Oui, bien sûr. Je n'ai pas prévu d'arrêter. Genre, il n'y a pas eu une petite ligne du contrat. En participant à ce live, vous promettez de mettre fin à votre chaîne. Ce truc de connard. Non, ça continue. Cas, oui, la dernière pour voilà, la dernière pour cette chaîne. Donc, les gars, vous êtes sur votre 31, hein, j'ai bien compris. Yes. Voilà, ouais, puis on a plein de trucs de prévus à côté de ça. Dylan a plein de courts-métrages qui arrivent, plein de projets d'émissions et tout. Moi, j'ai plein de trucs qui arrivent aussi, certains dont je peux pas encore parler, mais il y a pas mal de choses qui arrivent aussi de mon côté. Donc vous inquiétez pas, vous allez continuer à voir notre gueule quasiment tous les jours sur YouTube. Ouais, la culture va encore devoir nous supporter, ouais. Ça va pas faire baisser le rythme, hein, ne croyez pas, ne croyez surtout pas. Il va commencer tranquille déjà. Donc la genèse du personnage. Comment il est né, Superman? Alors, j'annonce tout de suite. Jor-El et Lara Lor-Van, en fait, on va vous expliquer une nuit torride sur Krypton. Ah, ça, il y en a où il est né en chemin. Il y en a ou non, ça dépend qu'on prend. Non, donc j'ai fait des recherches là-dessus et j'ai fait beaucoup trop de recherches. Soyons très clairs. Donc, je ne me servirai pas de tout parce que vraiment, je me suis enflammé. On va être honnête, je me suis enflammé. Il a fait une thèse, les gars, excuse-moi, il voulait vous faire une thèse. Ah, c'est un peu ça, hein. Parce que je veux dire, on commence quand même dans les années 20. Au moment de la grosse... qui était... Il y avait eu une décennie, non mais plus j'ai bien fait ça avec un beau diaporama et tout. Et du coup, on sortait d'une décennie d'exubérance et d'extravagance. Et là, grande dépression, une des plus grandes dépressions économiques de l'histoire, qui a laissé quand même 15 millions d'Américains sur la touche, donc au chômage, plus rien. Le nombre de SDF, ça a été hallucinant. Pendant toutes les années 30, du coup, il n'y avait plus trop de moyens. Heureusement, qu'est-ce qui coûtait pas cher et qui permettait quand même à tout le monde de pouvoir s'évader un peu, alors qui n'étaient pas complètement des comics. C'est pas des bouquins où c'était des mélanges de strips et de textes en fait, de nouvelles. C'était pas le comics. Le premier comics vient plus tard, pour le coup. Celui qui est considéré comme le premier comics vient plus tard. Parce qu'à l'époque, ça coûtait quoi? Ça coûtait 10 cents. Quand on parle du prix des comics maintenant. Et je vous assure que même avec l'inflation, les 10 cents, ça fait pas les 5 $ de maintenant. Je peux vous le dire. Et donc, c'était vraiment le moyen peu cher, du coup. Et il y avait des personnages, comme John Carter de Mars, comme Tarzan, Flash Gordon, Doc Savage. Voilà, c'était toutes les stars de l'époque, tous les surhommes de l'époque qui existaient déjà. Mais il y avait aussi tout un côté noir, le côté vraiment détective, policier qui enquête sur des crimes horribles, tout ça, parce que c'était aussi la réalité de l'époque. C'était une époque sombre. C'est pour ça qu'il y avait des personnages comme Shadow, comme Spider, que je connaissais pas, lui, j'avoue, pour le coup, j'ai découvert. Ou comme Zorro. Shadow, et Zorro, évidemment, mais oui. Spider, je ne connais pas. Eh ben, tu vois, pareil. Eh ben, il a aussi eu son serial, pourtant. On verra après, il a aussi une série live action, pour le coup, lui aussi. Et donc, voilà, c'est ce qui a vraiment commencé à introduire dans le lexique culturel les héros surhumains, avec tous ces explorateurs. Et
aussi, donc, comme je disais, le hard-boiled, tout le côté polar noir. C'était vraiment les deux côtés qui avaient un peu la main mise. Lui qui a eu une adaptation aussi, un Fantôme, pour ceux qui ne savent pas. Oui, plusieurs même. Il en a eu plusieurs. Ouais. Cette histoire a conduit à l'émergence de bandes dessinées d'action, d'aventure, de crime, mais aussi humoristiques. Évidemment, Fantôme, Dick Tracy, évidemment, mais aussi Popeye, qui va avoir une grosse importance par rapport à Superman, mine de rien, plus qu'on le croit souvent. Je glisse vite fait, il y aura un live action apparemment. Ouais, on en a parlé dimanche, ouais. Ça a été annoncé. Un live action Popeye ? Oui. Yes. Oui. Il y avait eu Robin Williams, mais là, du coup... live action Popeye, ok, d'accord. Ouais, ils font ça, mec. Non, mais c'est n'importe quoi. Là, en ce moment, les trucs qu'on apprend en projet, pareil, Margot Robbie qui va produire un film Sims. Avec Bambi, avec... Bambi. Il y a Tigrou, il y a Bambi, il y a Peter Pan, il y a je sais pas quoi, t'es là en mode mais what the fuck. Pinocchio, ça, les gars le Pinocchio, il va tuer avec son nez. Mais oui. Et donc, vu que déjà toutes ces histoires-là étaient des céréales, ça donne l'idée évidemment d'en faire aussi des séries de films épisodiques. Spider, justement, qui a eu son cérial à l'époque, du Tarzan, bien évidemment. Et donc tout ça, le Fantôme du Bengale, ça c'est Buck Rogers, Flash Gordon, Popeye. Donc voilà, commence à avoir des séries pour tout. C'est l'aube de la culture populaire. Les auteurs de Pulp Fiction et de bandes dessinées deviennent riches, célèbres, sont respectés. Il y a de nombreux gamins qui ça fait rêver. Et dans ces nombreux gamins, il y en a deux en particulier qui vont nous intéresser. Un certain Jerry Siegel et un certain Joe Shuster. Deux jeunes qui sont âgés de 16 ans, alors qu'ils travaillaient pour le bulletin d'information de leur école. Ils étaient dans la même école tous les deux. Ils bossaient pour le même journal, sachant le journal qui s'appelle comment? Alors là, tu vas me l'apprendre. Ah le journal qui s'appelait La Torche, d'où le nom du journal La Torche dans Smallville. Ok. Clark, le petit journal qu'il a dans le lycée. Ouais. Avec... Ah, ça, je savais pas, tu vois. C'était une référence à ça. D'accord. Et donc, voilà Jerry Siegel et Joe Shuster. C'est cool parce que c'est vraiment les occasions d'apprendre plein de trucs. C'est trop bien. T'as beau croire savoir des trucs, tu en apprends toujours des centaines. Bon. Il est tellement vieux, ce personnage. Il y a trop de trucs à apprendre, en vrai. Oui. Et oui, je l'avais loué au vidéoclub, Ringo. Je vois très bien de quoi tu parles. Je vois très bien. Et salut, mon Jarod. Ça ressemble aux images d'archives de la série Watchmen. Ah, bah oui, forcément. Et tiens, quelqu'un d'autre qui apprend, voilà. Tu vois, plusieurs qui apprennent pour la ref. Ça qui est cool. Et donc, tous les deux se trouvent. Il y en a un qui écrit, l'autre qui est illustrateur. Les deux se sont rapprochés grâce à leur amour commun des pulps et des films qui s'en inspiraient. Ils forment bientôt un partenariat créatif qui, selon Siegel, est comme la rencontre de deux bons produits chimiques. Leur première collaboration en dehors de la lettre d'information a consisté à produire de nombreuses bandes dessinées dans l'espoir de devenir des auteurs de bandes dessinées de renom. Ils les renvoient aux principaux syndicats. C'est ce qu'on appelle les syndicats à ce moment-là. C'est des agences en fait qui centralisent et qui vendent les droits pour publier les strips à tous les différents journaux sur le sol américain. C'est-à-dire qu'un même strip pouvait être vendu à 50 journaux, à 100 journaux différents, partout à travers les États-Unis. C'est celle sur laquelle a été imprimé leur premier fanzine. Et c'est assez ouf. Donc après des dizaines de noms, et vraiment ça montre à quel point l'échec, faut pas... Après des dizaines de non-merci, ils se sont tournés vers l'autopublication, créant un fanzine de science-fiction vendu par correspondance, l'un des premiers du genre, qu'ils ont imprimé sur ce type de machine, donc qui s'appelle une machine à renéotyper. Et c'était la machine de l'école. Les mecs ont fait ça sur la machine de l'école. Et ça n'a connu que 5 numéros. Cette revue, bien évidemment, ça allait bientôt entrer dans la légende, cette revue. Pourquoi? Parce que dans ce numéro 3, si vous partez de la gauche, le 3e, c'est là-dedans que pour la première fois va apparaître le nom de Superman. C'est pour ça que souvent sur Internet, quand vous cherchez la date de création de Superman, vous tombez sur une date fausse, parce qu'en fait, ça prend en compte ce Superman, qui n'est pas le Superman tel qu'on le connaît. C'est pour ça que souvent vous voyez 2 dates sur Internet. Des génies Ringo, mais surtout des gens qui lâchent pas l'affaire. Et surtout Siegel, pour le coup. Parce que c'est même pas que le truc de génie. Et ça qui est beau, c'est qu'ils vont encore en prendre plein des échecs et plein de refus. Ils ont bien dû regretter.
De ceux qui ont refusé. Ah, tu m'étonnes. Non, mais l'histoire, non, mais c'est fou. C'est absolument fou. Et donc, dans cette histoire-là, c'est un SDF, en fait, qui se fait choper par un savant fou, qui va faire des expériences sur lui et qui va le transformer. Et ça va devenir, du coup, faut savoir que Superman, c'est un terme déjà qui était pas mal utilisé à l'époque, mais voilà, pas en titre. C'était, on voyait The Superman of Dr. Duke, là j'ai mis plusieurs exemples. Évidemment, ça vient du principe de Ubermensch, voilà. On connaît bien le truc de merde, j'ai un trou de mémoire. Le surhomme par Nietzsche, voilà. Je vais pas vous expliquer ça, tout le monde connaît. Et donc c'est un SDF, sauf que c'est un vilain. C'est un méchant dans cette histoire, qui va commencer par des petits crimes, et qui petit à petit va commencer à vouloir dominer le monde. J'aime bien déjà, comme tu vois, le personnage qui sort de la case et tout, t'as déjà des trucs comme un peu... Et puis aussi, ce que beaucoup ont remarqué, vilain, chauve, qui très intelligent. Beaucoup à Lex Luthor. Il y a un truc. Il y a un truc. Ah oui, ça oui, Ringo. Qui l'a pas fait, ça? Utiliser le matos de l'école pour faire des trucs. Je sais que je l'ai fait, moi, en tout cas. Ce Superman, donc, ouais, comme je disais, c'est un sans-abri qui va vouloir dominer le monde, mais ça va permettre à Siegel de réfléchir un peu, et il va se dire, mais c'est cool ce principe de Superman, mais si j'en faisais un héros plutôt qu'un méchant, ça pourrait faire un excellent personnage de bande dessinée. Un personnage qui serait vachement plus commercial et qui aurait plus de chances de durer dans le temps. Il y aurait plus de choses à raconter si j'en faisais un gentil. Et donc, s'inspirant du Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, il commence à écrire l'histoire de Superman. Un être puissant, doté d'une force surhumaine et d'une peau à l'épreuve des balles, qui utilise ses capacités pour faire le bien en luttant contre la criminalité locale. Shuster, par contre, a qualifié cette version-là, cette itération, de version rudimentaire. C'est un proto-Superman. Il est en t-shirt, en pantalon, ce qui rappelle un peu d'ailleurs celui de Grant Morrison. Pour le les récents Action Comics. Ouais. Complètement. Je me demande s'il n'a pas été recherché là-dedans. Enfin, ce serait bien genre de Grant Morrison, pour le coup. Quand même, le mec, tu vois qu'il croit en son truc. Il a mis The most astounding fiction character of all time. Le plus impressionnant personnage de fiction de tous les temps. Il faut le vendre. Hein. Il faut le vendre. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est ça. Surtout qu'au même moment, il y a cette revue qui sort, Détective Dan, qui est hyper importante historiquement. C'est considéré comme le premier véritable comics. C'est la première fois que c'est un magazine avec vraiment que du comics à l'intérieur. Donc voilà, qui a vraiment une grosse importance historique de ce côté-là. Après ce live, on va tous être des experts de Superman. C'est le but, justement. Ça devrait être, pour le droit à la citoyenneté, il faut poser des questions sur Superman. Pour le droit de vote, il faudrait pas commencer par ça. Vous aurez votre permis de Superman après. Voilà. C'est ça. Et Jerry Siegel, alors de manière plutôt honnête, l'a fait, mais se dit, ok, je pense qu'une des raisons pour lesquelles tout le monde nous refuse, c'est c'est qu'on est trop jeune, qu'on n'est pas expérimenté dans l'industrie, et du coup, je vais aller chercher des illustrateurs de métier. Et il prévient, du coup, son pote, qui le prend assez mal, on va le dire, qui va aller jusqu'à cramer cette première version du magazine de Superman, et la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est la couverture. Parce que du coup, Schuller a cramé le reste du magazine en réaction justement à cette annonce de Siegel. Il n'était pas content, on n'allait pas l'évincer comme ça. Non, mais après, alors, il avait raison de ne pas être content, mais pour le coup, Siegel a plutôt été honnête et est revenu vers lui plus tard. Ce qui est plutôt cool. D'autant plus cool comme histoire, du coup, entre les deux, c'est qu'ils soient retrouvés, justement. Et donc, Siegel va bosser avec différents illustrateurs. Et il va y avoir des proto-versions de Superman. Ça, c'est une version où c'est un personnage qui revient du futur pour échapper à une catastrophe qui se passe justement dans l'avenir. Après, il va aussi écrire sur cette version-là, où, cette fois, c'est des parents dans le futur de la Terre qui, à cause d'une catastrophe, en fait, c'est les derniers humains sur Terre qui, avec une catastrophe qui arrive, renvoient leur enfant dans les années 30. Ça commence à prendre forme, tout ça, petit à petit. Ensuite, il va s'inspirer de différentes choses. Tiens, John Carter de Mars, est-ce que c'est pas un mec qui va sur une autre planète et arrivé sur cette autre planète, ça lui donne des pouvoirs qu'il n'avait pas avant?
avec des aventures épiques sur une autre planète, mais si on faisait ça, mais sur la Terre, parce que du coup, les gens pourraient plus s'y reconnaître et ça leur parlerait plus. Et il va s'inspirer de plein de choses, et aussi bien évidemment des héros mythiques. Bien évidemment, comme Hercule, évidemment le côté Moïse, avec ce dernier enfant qui est envoyé vers la Terre, le côté christique, bien évidemment, on va pas revenir dessus, et de Popeye. Il est très très fan de Popeye, pour le coup. Popeye, qui est parfois considéré comme le premier super-héros, parce que c'est un personnage qui, quand il mange des épinards, devient ultra puissant. Il y a un côté super-héros en réalité. Et oui, il va défendre Olive. Et oui, et du coup, c'est vraiment une fan. Et c'est aussi des énormes fans de vieux films muets comme Zorro, comme Robin des Bois. Et d'ailleurs, exactement. Et d'ailleurs, il va s'inspirer aussi de Zorro pour le principe des deux identités. Zorro, Don Diego de la Vega. À la différence que, cette fois, le super-héros sera sa véritable identité et le persona sera Clark Kent, sera l'identité humaine. Pourquoi Clark Kent? Deux acteurs, Clark Gable et Ken Taylor. Ce sont les deux acteurs qui ont... Attends, je vais enlever la bannière du coup, parce qu'il y a des trucs qu'on voit moins bien. Hop là. Ouais. Et donc, c'est l'inspiration. Tiens, ça c'est pour toi, Wally. L'inspiration pour Lois Lane, c'est un personnage qui s'appelle Torchy Blane. Et quel était le nom de l'actrice qui jouait Torchy Blane? Donc il n'a pas été très loin, effectivement, pour transformer ça en Lois Lane. Et là, en fait, il a passé toute une soirée c'est en 34, à écrire tout un nouveau traitement sur Superman, en mode ça va marcher. Et il passe toute une nuit à faire que ça, à écrire. Et le lendemain, il va voir son vieux pote Schuller. Et son pote voit ça et il dit grave, j'en suis. Ok, c'est parti. Et il commence à travailler les designs en s'inspirant de personnages comme Zorro, de Johnny Weissmuller en Tarzan sur les traits, évidemment de personnages comme Hercule sur cette musculature, mais aussi des hommes de force. Alors on parle souvent du côté effectivement sur le slip entre guillemets, mais il n'y a pas que ça par rapport aux hommes forts. Il y avait une autre particularité qu'ils avaient régulièrement, c'était d'avoir un symbole sur la poitrine. Sur la poitrine. Le blason. Au centre, d'où le blason. D'où la présence du blason. On voit encore un autre exemple. Et donc, ça vient de là, l'idée du blason au centre de la tenue. Alors pour la cape, ça c'est plus le côté, les personnages comme Shadow et compagnie, ces personnages de l'époque, les hommes mystères, comme on dit à l'époque. Et pour ce qui est de Clark Kent, là, il s'est inspiré d'un personnage, il s'est inspiré de Harold Lloyd, qui était un acteur de cinéma muet. Donc c'est lui qui a donné l'inspiration pour Clark Kent. Siegel et Shuster développent rapidement 4 semaines de strip qu'ils vendent immédiatement aux éditeurs, mais une fois de plus, ils suscitent que peu d'intérêt. En 1935, cependant, le duo a été reconnu par Malcolm William Nicholson, le fondateur d'une publication nationale qui n'est autre que ce qui deviendra plus tard DC Comics. Je vous passe parce que l'histoire est un peu compliquée. Voilà, lui s'est fait évincer à un moment, mais la compagnie a continué à exister grâce aux deux autres qui à un moment avaient participé financièrement. Et voilà, c'était avant même qu'Action Comics arrive. Mais heureusement que ce monsieur les a repérés, va les embaucher. Ils vont commencer à travailler sur du Detective Comics. Et on voit ici, ils vont écrire pas mal de choses sur lui. On voit les premières histoires, voilà, Spy par Jerry Siegel et Joe Shuster, Federal Man, que vous connaissez normalement pour les lecteurs de comics maintenant, sous le nom de Sam Bradley, qui est celui qui était... lui était vraiment là dans le premier Detective Comics. Batman, il faut savoir qu'il est arrivé qu'au numéro 27. Par contre, Sam Bradley, lui, était là avant. Il était dans Detective Comics avant Batman, qui est maintenant souvent utilisé comme un vieil ami de Catwoman. C'est souvent dans son texte-là qu'on le retrouve, c'est souvent lié, mais pas que, mais souvent on le retrouve lié. Oui, il est apparu dans Gotham Année, exactement. C'est un personnage qui réapparaît assez régulièrement pour le coup. Et donc ils vont bosser dessus et ça va leur permettre de tester des choses. Et ils vont commencer à tester des choses qu'ils prévoient pour Superman. Cette photo pose problème. Ah oui, aujourd'hui. Ah oui. Ah, c'est pas le symbiote. Effectivement, ça n'est pas tilté sur le coup. Bon. Voilà, le contexte de l'époque, tout ça. Faut pas comparer.
Allez-moi sur la noix. Ça n'a rien à voir. Oui, petit Lucky Luke. Ah ouais, donc, ouais. bon. J'avoue. Bah, après, c'est comme, c'est comme quand tu regardes le vieil animé, on va en parler, mais bon. Bon, bref, on va dire comme Disney+, à remettre dans un contexte historique. Voilà, c'est ça. Trigger warning. Et donc, il faut savoir que William Nicholson, que je vous avais montré avant, donc, généralement, c'est considéré comme le pionnier de la bande dessinée américaine. Et donc, ils ont effectué de nombreux travaux en freelance pour lui. Et au départ, c'est même pas Superman qui propose. Au départ, ils veulent aussi bosser avec un autre éditeur, ça hésite, ils proposent Superman à l'autre éditeur en veut pas. Mais du coup, c'est accepté du côté d'Action Comics. Et c'est comme ça qu'on se retrouve 5 ans après avoir utilisé pour la première fois le nom de Superman pour la couverture du magazine. National a utilisé une illustration promotionnelle. La fameuse illustration de Superman avec la voiture, en fait, c'est un vieux dessin qu'avait fait Shuster, qui avait déjà quelques années, qui existait déjà. Au dernier moment, ils apprennent qu'il faut qu'ils écrivent une histoire de 13 pages pour Action Comics. Du coup, ils vont aller prendre dans les strips, ils vont découper des choses, ils vont bricoler un truc, parce qu'ils ont une deadline qui est hyper serrée. Mais ils vont, bien évidemment, y arriver. Et c'est comme ça que sort la première histoire de Superman. Et donc, ça sort en... Alors, la couverture, c'est marqué juin. En réalité, c'est sorti... c'est en avril, je crois, de mémoire. C'est en avril. Parce que souvent, à l'époque, il y avait la date sur la couverture, mais ça correspondait pas réellement à la date où ça arrivait dans les newsstands. Les newsstands, c'est ces espèces de racks tournants où on mettait les comic books à l'époque. Je disais quand c'est sorti alors, il est réellement arrivé dans les boutiques en avril, mais la couverture dit mois de juin. Mais en réalité, c'est avril. Juillet 38, ouais. Pour ceux qui veulent. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est marqué June sur la couverture. Donc, Action Comics qui est toujours en cours. Hein. Qui est toujours en cours. On est qu'au volume 2. Enfin, il y a eu un volume 2, mais on est retourné sur la numérotation Legacy. Mais le volume 1, ça a duré jusqu'aux années, je sais plus, 80, je crois, un truc dans le genre. Enfin, Non, même pas, non, c'était jusqu'à New 52. Le volume 1 d'Action Comics, c'est jusqu'à New 52. C'est un truc de malade. D'ailleurs, le Superman chinois avait vu ça dans son comics. Il se disait pourquoi on ressemble à ces des trolls. Ah, excellent. Ah oui, c'est cool qu'ils aient fait ça en mode méta pour le coup. Et j'aime bien en plus. Vraiment, quand ça avait été annoncé, je m'attendais vraiment à un truc de daube avec cette histoire de Justice League chinoise là. Et au final, c'était vraiment sympa. Le titre était plutôt très cool. Bah, ça avait été une très bonne surprise. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis tombé dessus par hasard à Londres. Quand je pense qu'on était à 2 doigts d'avoir un moustachu haltérophile avec la raie au milieu. J'avoue. Alors non, j'ai rien à dire sur la mèche de cheveux, j'en suis désolé, mon Jarod. Après, je pense que c'était surtout une mode de l'époque. C'était plus une mode des acteurs à l'époque. Donc, gros succès directement. Ça a été imprimé, bien évidemment, des dizaines de fois depuis. Tu sais combien ils ont été payés à l'époque pour ce Action Comics, eux? Des miettes. Combien ils ont été payés, au fait? J'avais la somme pendant un temps. C'est encore plus ridicule que ce que tu te rappelles. C'était pas un truc genre 200 $, un truc comme si ça. Seulement, mec. Vraiment, en argent de l'époque, ils ont été payés 3 $ chacun. 3 $ chacun. Avec l'inflation, ça nous met à 45-46 $ d'aujourd'hui. Ah bah oui, tu vois. J'étais loin du compte, là. J'étais très loin du compte. Sachant que sur Action Comics, là, on va certainement battre le record prochainement, parce que jusque-là, le record était de 5... c'était 5 et quelques millions, 5,04, je crois, un truc comme ça. Et là, il y a une vente aux enchères actuellement qui a lieu, qui se termine, qui est une vente aux enchères à distance. D'ailleurs, pour le coup, vous pouvez encore miser. Hein. Si vous avez l'argent, vous pouvez miser. Là, pour l'instant, c'est à 5,03 millions. Bon, bah, allez, je misais. C'est parti. C'est un gradé 8.5. Hein. C'est un 8.5 CGC. 5 Moi, ça me fait pas peur, 5 millions. C'est à la suite de notre live, c'est ça? On lance les... on fait un GoFundMe. Et c'est parti. Parce que je vous l'ai pas dit, les gars, mais dans la vie de tous les jours, on m'appelle Bruce Wayne. Hein, donc super pouvoir, être riche. Donc, ouais, ça équivaut à 45 Mais un truc qui est joli, d'ailleurs, aujourd'hui, ce que je vais dire,
c'est que James Gunn a reçu les fils de Jerry Siegel aujourd'hui qui lui ont offert un cadeau. Un facsimilé. Exactement. Signé par Jerry, pour le coup. Signé par Jerry Siegel. Alors, bien évidemment, c'est James Gunn qui soigne sa communication, mais c'est aussi une façon de dire, bon, voilà, on se rassemble. Ils étaient là pour le comment ils appellent ça, le riz de langue. Enfin, ils étaient là en fait pour quand les acteurs faisaient la lecture de leurs lignes. Tu sais, autour de la table, on commence à répéter nos textes. Ouais, ils étaient là. Ils étaient présents, il semblerait. De ce qu'il dit, il semblerait que c'est ça, parce qu'il dit ouais justement c'était la journée des riz de langue, machin, ça faisait plaisir de les avoir là, un truc comme ça. Ok. C'est ouf, c'est ouf. Cool. Mais oui, belle communication. C'est malin, c'est de la com, mais c'est bien joué. Superman continue de faire la une de tout les Action Comics, et après seulement 5 mois, le McClure Syndicate acquiert les droits de publication d'une bande dessinée sur Superman qui commence à paraître dans les journaux quotidiens en janvier 39, avec même une bande dessinée en couleur ajoutée en novembre de la même année, ce qui est plutôt la grande classe. À son apogée, la bande dessinée était imprimée dans près de 400 journaux et comptait plus de 20 millions de lecteurs. Après seulement un an d'Action Comics, il va obtenir sa propre série. Et parallèlement à Action Comics numéro 13, Superman numéro 1 sort en kiosque en juin 1939 en tant que première bande dessinée centrée sur un personnage solo. Ouais. Là j'ai le thème de la série de Fleischer en tête. C'est ça exactement. Faster than speeding bullet. Ouais, c'est absolument fou. Superman est désormais un phénomène qui engendre une franchise lucrative avec des produits dérivés et des apparitions dans le marketing promotionnel. Regarde ça. Il y a du merchandising. Achetez le pain Superman, évidemment. Ça, c'est le défilé Macy, qui est super connu. Le défilé Macy, c'est ces ballons géants aux États-Unis pour le magasin Macy. Ça, c'est en... c'est en 1939. Du coup, Superman fait partie du défilé Macy. Et on a aussi... C'est ouf. Tu regardes, ça, c'est en 39, quoi. Le Superman Day pour le New York World's Fair en 40. Ça devient vraiment un phénomène. Bon, alors, le merchandising à l'époque, c'était pas ultra classe, on va pas se mentir. C'est la première fois qu'un acteur l'a joué officiellement. C'était pour un défilé, pour le coup. Alors, il y avait une petite particularité avec ce costume. C'est que, vu que les gens découvraient encore, donc il fallait bien qu'ils sachent son nom. Du coup, il y avait son nom décrit, carrément, pour être sûr qu'on le reconnaisse. Mais c'est quand même fou. Mais en fait, ça, ce sera le vrai logo de James Gunn, en fait. Il nous trollait depuis le début. Et lui, c'est Ray Middleton, qui apparaît en personne dans le costume complet du personnage, ce qui fait de lui le premier acteur à incarner officiellement le personnage. Dans cette version du costume, donc, le nom de Superman est inscrit en bleu sur le haut de sa poitrine, afin de familiariser davantage le public avec son nom. Le légendaire scénariste de Marvel Comics, Stan Lee, dira plus tard que Superman a établi l'idée de quelqu'un qui semble être une personne modeste, ordinaire et moyenne, et qui est en réalité un super-héros. C'est une formule à laquelle presque tous les super-héros lui sont redevables, tout simplement. En un rien de temps, la popularité de Superman a fait place à d'autres êtres surpuissants, évidemment. Ça va suivre derrière. Du coup, on a l'arrivée de Batman, de Wonder Woman, mais aussi chez la concurrence de Captain Marvel pour Fawcett, de Human Torch pour Marvel et Captain America, donnant ainsi le coup d'envoi de justement ce qu'on appelle l'âge d'or de la bande dessinée. Et pendant toute cette période, Superman reste le personnage le plus vendu. Superman fait bientôt son premier grand saut dans les médias, et c'est très important d'en parler, ça. Lorsque DC adapte la bande dessinée en série, après seulement 23 comics, Adventures of Superman débute en février 1940 avec l'acteur Bud Collyer dans le double rôle de Clark Kent et de Superman. Il a été choisi, et c'est ouf quand t'écoutes, parce qu'il était capable de changer de voix dans une même phrase. Exactement. C'est ouf. Hein. C'est là que ça a commencé le. Ouais. It looks like a job for Superman. Exactement. Exactement. Et ouais, il le fait trop bien. Et ça me rappelait, tu sais, l'extrait qu'on partage souvent dans le Superman de Donner, quand il a ce changement d'attitude et tout ça. Et ça, c'était vraiment la proto-version, quoi. Et du coup, ça leur évitait d'avoir à embaucher 2 acteurs. Ils avaient trouvé un acteur qui était vraiment capable de faire ce passage d'un instant à l'autre. Hein. Ouais, il a été prêt à faire les 2 voix, ce qui a également éliminé la nécessité de payer 2 acteurs.
le casting de Collier, ça c'est ouf, je savais pas, a été tenu secret pendant 6 ans afin de cacher au public l'identité secrète de Superman. L'émission de radio est un succès, atteignant plus de 20 millions d'auditeurs à la fin de la première année. La série a duré 11 ans jusqu'en mars 51 et a compté près de 2100 épisodes. C'est un truc de malade. Et ça a largement contribué au mythe de Superman et a donné naissance à une phrase très connue, le Up in the Sky. Exactement. Qui vient de cette série. Exactement. Et il y a plein de choses qui viennent de la série radio d'ailleurs. Même Jimmy Olsen, la kryptonite, plein de trucs. Regardez, c'est un oiseau, c'est un avion, c'est Superman. Ça vient de là aussi, introduisant les personnages de Perry White, Jimmy Olsen, présentant également la kryptonite comme la seule faiblesse de Superman. Alors, l'histoire, est-ce qu'elle est vraie ou pas, mais l'histoire qui est souvent dite, pourquoi la kryptonite a été inventée, c'était tout simplement parce que quand la kryptonite était utilisée dans un épisode, Superman ne pouvait plus parler, faisait juste des sons. Et ça permettait à Bud Collyer de prendre des vacances, en fait, de faire des pauses. C'était juste pour ça qu'ils ont créé la kryptonite, semble-t-il. Plus récemment, la kryptonite était associée aux racines mythologiques de Superman. En gros, c'est le parallèle avec avec Achille, par exemple. Il faut une faiblesse. Ça donne aussi ce côté mythologique. Bien que Superman ait fait quelque part plus accessible. Exactement. Il faut qu'il ait un truc qui le rende un peu humain. Bien que Superman ait fait ses débuts sous sa forme la plus reconnaissable, les premières années ont été marquées par de légères modifications dans la conception du personnage. Les dessinateurs de bande dessinée continuant à l'affiner visuellement. L'emblème de Superman a notamment connu plusieurs itérations, commençant par un bouclier en forme d'insigne, avant de se transformer en un triangle. Le triangle, exactement. Ah, ils ont tenté des trucs, hein. Ils ont tenté des trucs, les gars. Ensuite, on a eu cette version. Et là, on est encore au début des années 40 ans. Et cette version, évidemment, la plus reconnaissable, celle qui nous apparaît un peu comme le logo de Superman. Et il va y en avoir d'autres encore ensuite. En 40, l'emblème s'étend sur toute la poitrine de Superman et prend la forme d'un pentagone. Les couleurs changent également jusqu'en 44, date à laquelle le logo ressemble davantage à son design le plus courant, même s'il continuera bien sûr à varier légèrement au fil des décennies. La galerie de voyous de Superman s'est également élargie, introduisant des méchants récurrents tels que Lex Luthor ou Mr. Mxyzptlk. Ses pouvoirs. C'est toujours chiant à dire. Mr. MXP. Pas mal. Là, pas mal. Ses pouvoirs aussi ont évolué. Dans Action Comics, en 1938, ses seules capacités, c'était la super force, la super vitesse, la peau à l'épreuve des balles et la capacité de sauter de grande hauteur et de grande distance. En 39, il hérite de la vision thermique, de la vision à rayon X et de la super Wii. Donc ça, c'est la première fois où il utilise ses rayons laser. Pareil, la super vue, la super Wii. Et on arrive aux flécheurs. Très important, les flécheurs aussi. Il faut savoir que c'est leur studio qui avait produit la série Popeye, d'ailleurs. C'est aussi eux qui avaient produit une série Gulliver. Mais il y avait des gros problèmes d'argent. Remis avec l'inflation, en gros, donc leur studio bossait avec Paramount et ils avaient une dette de 11 millions de dollars, remis avec l'inflation. Ils cherchent une licence, quelque chose, tombent sur Superman. Enfin, Paramount tombe sur Superman, pas les Fleischer. Paramount. Paramount veut que les Fleischer fassent une série sur Superman. Ça les emmerde. Les Fleischer, ça les emmerde grave. Ils n'ont pas envie. Ils se disent ça va être trop de taf, ça les saoule. Donc, ils se disent, on va proposer un prix impossible, comme ça, ils vont abandonner le projet. C'est ouf. Je savais pas du tout. À la base, ils n'en voulaient pas. Et donc, à la base, ils demandent 100 000 $ par épisode. Donc, environ 1,8 million de dollars pour nous. Dans l'espoir que Paramount abandonne le projet. Mais alors, ils n'ont pas dit oui. Mais ils ont quand même voulu négocier en mode non, là vous abusez, mais on va discuter. Et ils sont quand même arrivés à un budget de 50 000 $ à chaque fois. Ce qui est déjà énorme pour l'époque. C'est 4 fois ce que coûtait Popeye. Un épisode de Popeye. Les animateurs acceptent à contre-cœur et commencent à travailler sur le premier dessin animé. En mode, les mecs avaient vraiment pas envie, quoi. Et ça sort en septembre 41.
Pour cette série, les Flushers font appel à Bud Collyer, encore une fois, donc le même que pour la radio, qui a déjà joué le personnage à ce moment-là dans près de 400 épisodes du feuilleton radio. Et les dessins animés s'inspirent également de la série en reprenant la phrase d'accroche « Up in the sky ». Regardez, c'est un avion qui a frappé Superman. Et ont même ajouté, et c'est eux qui ont rajouté, plus rapide qu'une balle, plus puissant qu'une locomotive, capable de sauter de grands immeubles d'un seul bond, qui plus tard a été rajouté à la série radiophonique. Donc tu as vraiment des échanges entre les deux. Et la série a également donc donné... C'est cette série-là qui a donné à Superman, surtout, la capacité de voler. De voler, exactement. Ce qui n'était pas le cas avant. Pourquoi? Alors, il a fallu l'autorisation de DC, mais c'était simplement parce que les animateurs trouvaient que c'était... Ouais, et puis c'est plus excitant, en fait. Ah, le faire sauter tout le temps, c'est relou, en fait. Vas-y, on fait voler. C'est dans le premier épisode, ouais, c'est ça. Mais comme ça, ils n'avaient pas besoin à chaque fois de le refaire atterrir, quoi. C'était beaucoup plus simple en termes d'animation. Complètement. Et ça a été accepté. Et, voilà. Et maintenant, c'est le trait le plus connu de Superman, quoi. C'est toujours marrant, hein, comment ça naît. Et ça rebond. C'était hallucinant. Encore aujourd'hui, c'est hallucinant de beauté. Hein. Vraiment, sur le plan technologique, pour l'époque, c'était magnifique. Magnifique. Hein. La série, mais encore une claque à pas mal de séries actuelles. Hein. C'est clair et net. En termes d'animation, c'était incroyable. Pour l'époque, exceptionnel. Non, on est dans une ère où on essaie de simplifier. C'est des animations très, très minimalistes et tout. Là, tu vois, la fluidité de l'animation, elle est dingue. Ouais. Enfin, c'est... Encore aujourd'hui, non, c'est impressionnant à voir. Hein. C'est encore impressionnant. Donc, ouais, non, c'est vraiment l'âge d'or de l'animation. Ils font appel à des effets spéciaux incroyables, à des cadrages cinématographiques. Le premier épisode a même été nominé pour le meilleur court-métrage d'animation. Mais il a été battu. Donc, voilà à quoi ça ressemblait. Le studio fait quand même faillite et rebaptisé Famous Studios Production. Mais du coup, continue quand même à bosser sur Superman, avec des épisodes qui vont plus vers la science-fiction, mais aussi, évidemment, beaucoup de choses avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui va justement beaucoup participer à installer Superman en tant que symbole de liberté, de symbole de lutte contre l'oppression. Ouais, patriote, mais au-delà de ça, vraiment ce côté symbole de liberté. Il va même lui-même, sachant que eux, les créateurs, s'est inspiré de plein de choses de la culture populaire, lui va commencer à inspirer la culture populaire. Et on va retrouver des références, voilà, dans des cartoons, Bugs Bunny, par exemple, avec une référence à... J'ai failli l'acheter, cette figurine, en plus. Et il faut que je la retrouve, parce que des fois, tu la trouves pas trop chère, et il me la faut. Je la veux absolument. 10 ans plus tard, dans les années... Étant donné que DC Comics a toujours appartenu à Warner Bros, ça mangeait pas de pain. Ça mangeait de la carotte. Pour le coup. Dans les années 50, il y a aussi eu Daffy Duck. Et ce qui a certainement fait extrêmement plaisir aux créateurs de Superman, celui qui avait inspiré Superman s'est inspiré de Superman dans un épisode qui s'appelle She Seeks Silence. Elle recherche le silence. Et donc, dans cet épisode, voilà, on voit du Superman partout, même le méchant qui est en Superman. Donc ouais, vraiment là, c'est le moment où ça a dû leur faire super plaisir. Donc ouais, c'est devenu lui-même un phénomène culturel. En 42, l'arrivée du changement de costume dans une cabine téléphonique, ça date de 42, qui est resté culte pendant très longtemps, qui évidemment ne fait plus trop sens à notre époque. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors que c'est dommage, c'était un truc cool et iconique. Hein, mais... Bah oui, c'était vraiment ça faisait partie intégrante du personnage, mais bon, c'est voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer. Et voilà, Wally, j'ai pensé à tout. Et effectivement, là c'est Random House, donc pareil en 42, qui a publié le roman The Adventure of Superman de George Lauter, livre qui a été illustré par Shuster, donc le co-créateur, et raconte à nouveau l'origine de Superman. Il s'agit de la première adaptation romanesque d'un personnage de bande dessinée. Il y a beaucoup de premières fois pour Superman. Beaucoup de premières fois. Forcément, c'est le pionnier, c'est le créateur, c'est le papa, c'est le patron. Son histoire est encore plus développée avec l'apparition de Superboy en 1944, dans le numéro 100 de Morphin Comics. Cette version juvénile du personnage a été transférée en 1946 dans Adventure Comics, où il a encore été présent pour juste 200 numéros de plus. Le personnage est devenu si populaire que DC a lancé une série de bandes dessinées Superboy en 1949, marquant les débuts d'un autre élément très important,
qu'est-ce qui est né dans cette série Superboy? C'est là qu'on a créé du coup la ville de Smallville. C'est fou, ça je ne savais pas, tu vois, par exemple, que c'était dans Superboy que c'était né. Bien sûr. C'est aussi là. C'est né là-dedans. Il y a pas mal de trucs pareils qui sont nés dans Superboy. Hein. Alors, Bah Superboy, pour le coup, qui est une série avec lesquelles Jerry Siegel et Joe Shuster ne voulaient rien avoir à faire. Oui. Mais ouais, ça, c'est n'empêche fou, qu'il y a des trucs qui sont arrivés là-dedans. Lana Lang, pareil, du coup ça vient de là aussi. Ouais. Et en 48, Superman est apparu sur le grand écran. Donc ça, c'est la première fois que Smallville est cité. Du première apparition de Superman sur grand écran dans le film Superman. C'est un serial de Columbia Pictures, une série d'épisodes de 16 minutes projetés dans les cinémas dans le cadre des matinées destinées aux enfants. Sachant qu'à l'époque, c'était un peu la mort des feuilletons, des serials. Ça commençait à être un peu has-been. Ça a cartonné. Ça a cartonné complet. Cliffhanger à la fin de chaque épisode. Ça racontait les origines de Superman. Ça le voyait affronter. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Hein. Par contre, bon, faut pas s'attendre. Les origines de Superman. Son ennemi, Madame Araignée. Ah, heureusement, sacrée femme araignée. Hein. Grand ennemi de Superman, bien évidemment. Madame Web avant l'heure, les gars. Et voilà. Et d'ailleurs, là, je pense qu'on a l'ennemi du prochain film Superman. Et donc le feuilleton qui racontait les origines de Superman et le voyait affronter la femme araignée était sans surprise très populaire. Et à une époque où le format était en voie de disparition, il est devenu le feuilleton cinématographique le plus rentable de l'histoire. Superman. Grâce à ça, en 50, une suite de 15 épisodes a vu le jour, Atom Man versus Superman, qui voyait Superman affronter... Ça va, hein. Écoute, pour l'époque, franchement, il faisait plus le taf que Gene Hackman. Hein. Bah grave, franchement, ça va, hein. Ça va. Les deux séries ont été produites avec de petits budgets, ce qui a conduit à de nombreuses coupes sombres. Alors c'est rigolo parce que par exemple, tu regardes, ils réutilisaient des décors. Et tu sais, il y avait déjà eu le serial sur Batman. Tu regardes ce décor. En fait, c'était le bureau de Gordon dans le serial de Batman. Ils ont réutilisé plein de décors, plein de trucs comme ça, plein de props, voilà. Vraiment tout. Ah oui. Et un des plus gros problèmes, c'était ça. Justement, pour tout ce qui était atterrissage, décollage et atterrissage, en fait, ça passait en animation. C'était le moyen qu'il avait trouvé. Et du coup, dès qu'il s'envole, bah en fait, il était en animé. Ouais, il était en animation. Alors, tu me diras, pour l'époque, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Hein. Non, mais je vois qu'on a le problème. Mais ça, c'était pour la série, parce que au bout d'un moment, pour certains films, on va dire films, entre guillemets, live, du coup, voilà, l'image que tu utilises, là, c'est ça. Au bout d'un moment, ils étaient passés à autre chose, quand même. Complètement. Et donc, ça a un peu déçu le public qui voulait quand même voir Superman, vraiment en live action, quoi. Kirk Allen fut l'acteur choisi pour représenter. Comme Collier, il n'était pas crédité à l'écran. En fait, il était crédité pour Clark Kent, mais pour Superman, il faisait style non, mais c'est Superman qui vient jouer Superman, en fait. Ça arrive, Ringo. Alors, Les Nains de l'Enfer, c'est le titre français. En vérité, ça s'appelle The Mole Men. Mais je sais pas pourquoi en français, ils vont appeler ça Les Nains de l'Enfer. Ça n'a aucun sens. Et le voilà, c'est celui-là qu'en français, ils ont appelé Les Nains de l'Enfer. Je me demande pas pourquoi. Oui, c'est les hommes taupes, ça n'a rien à voir. Mais en français, le nom officiel en français, c'est les Nains de l'Enfer. Ça ne veut rien dire. Un an après la fin de la série, Superman apparaît dans son tout premier long métrage, Superman and the Mole Men, produit de manière indépendante avec un budget très réduit de $300 000 en 2021. Le film mettait en scène le charismatique George Reeves et passait outre l'histoire d'origine habituelle pour se concentrer sur un Superman déjà développé. Le film a été réalisé non seulement comme un film de série B, mais aussi comme un pilote pour la série télévisée The Adventures of Superman, dont le tournage a commencé immédiatement après le film. Et la série montre enfin Superman volant en action, en live action pour la première fois. On va dire. Juste pour anecdote, si les gens veulent découvrir un peu l'envers du décor de l'ère George Reeves, il y a le film Hollywoodland avec Ben Affleck et Adrian Brody. Voilà. Ouais, j'ai une image justement. Et d'ailleurs, donc Superman, diffusé en 52, la série, à la surprise de ses acteurs, connaît un énorme succès. Ils s'y attendaient pas du tout. Et d'autres épisodes sont commandés. La série a duré 6 saisons jusqu'en 58, passant même du noir et blanc à la couleur pour les 3 dernières années. Sachant que
C'était rare à l'époque parce que c'était encore Ouais. pas développé les télécouleurs en fait. Peu de gens en avaient, donc peu de programmes se donnaient la peine de passer en couleur. Eux l'ont fait, pour le coup. Et donc les épisodes en noir et blanc, c'était plutôt sérieux, grinçant, filmé comme des films noirs, avec des intrigues plutôt ancrées sur du gangster, les syndicats du crime. Quand ils sont passés à la couleur, c'est devenu un peu plus comique, un peu plus barré. Mais c'est ce que j'allais dire quand même. J'allais dire George Reeves, c'est peut-être le premier Superman. Superman, même Clark Kent, comment dire, il l'a joué très cool. C'était un Superman cool et même un Clark Kent cool. Tu sais, il était cool, il était badass, c'était le journaliste qui venait un peu en découdre, entre guillemets. Il y avait un côté comme ça, genre un Superman très cool et gentleman, un peu, tu vois. Ouais, classe, qui a de la classe. Ouais, tu vois. Non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est sa première version. On n'était pas dans le délire Christopher Reeve, tu sais, le Clark Kent un peu débilos, entre guillemets. Et là, on arrive sur une époque, du coup, où Superman commence à être partout. Là, c'est une série de Lucy Lawless, qui était une comédienne ultra connue à l'époque, et George Reeves, qui apparaît dans cette série-là en costume. Là, c'est une pub pour Kellogg's, à l'époque, pour des céréales. Pareil, où il apparaît. Il est vraiment rentré dans les foyers américains, tout le monde regarde. Et là, il faut savoir que George Reeves, ça lui posait problème parce que il était devenu tellement célèbre avec ce rôle qu'en fait, il commençait à être ce qu'on appelle typecast, c'est-à-dire vraiment casté que pour ce genre de rôle. On l'a retrouvé donc une arme près de lui et une balle dans la tête, mais il n'y avait aucune empreinte sur le flingue et on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. On ne sait pas réellement, ça reste un des mystères d'Hollywood. Et donc voilà, c'était vraiment les titres de journaux, donc avec voilà, on voit d'ailleurs que sa mère cherchait à savoir ce qui était réellement arrivé. On n'a jamais vraiment su. Ça reste un mystère encore aujourd'hui. Et comme tu disais effectivement, Dylan, le film Hollywoodland, justement, avec Ben Affleck qui en parle. Et là, les gars, écoutez-moi bien. Vous pensez que les studios aujourd'hui, c'est des connards? Vous pensez que la Warner d'aujourd'hui, c'est des connards quand on voit ce qui s'est passé avec Snyder ou quoi? Attendez que je vous raconte ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Évidemment, la mort de Reeves entraîne l'arrêt brutal des aventures de Superman. Au départ, les producteurs prévoyaient de déplacer en fait le focus de la série vers Jimmy Olsen, qu'on voit ici. Et de rebaptiser la série Superman Spal Jimmy Olsen. Ça vous dit quelque chose ? Ce qui a donné le nom au comics Superman Spal Jimmy Olsen. Exactement. Et ils voulaient utiliser des images d'archives de Reeves, mais aussi mettre de nouvelles images d'une doublure pour qu'il y ait quand même Superman qui apparaisse de temps en temps dedans. Jack Larson, qui jouait Jimmy Olsen, a refusé. En mode, mais non, c'est hors de question. Et là, accrochez-vous à vos chaises. Je n'avais jamais entendu parler de ce truc. J'ai découvert ça. Une des missions que je me fixe dans ma vie, désormais, c'est de retrouver un épisode de ce truc. La seconde idée qu'ils ont eue, c'est de faire une série qui s'appellerait The Adventures of Super Pup. Oui, le chien. Voilà, je me rappelais de lui. Avec ses voilà. C'est tous des chiens. Non, si, moi j'avais vu des extraits de ce truc-là. J'ai pas vu d'épisode, hein, mais j'ai vu des extraits de ce truc-là. Ils ont pris des petites personnes et ils leur ont mis des têtes de chiens, machin, puis en mode genre quoi? Je me souviens pas avoir entendu parler de ça, moi. La dignité humaine, tout ça. C'était pas les mêmes standards. C'est incroyable ce truc. Ils ont tenté aussi une série Superboy, mais pareil, le pilote a pas été pris non plus. Je peux pas, franchement. Ils ont voulu sortir ça. Quoi. De quoi il est mort, George Reeves? T'inquiète, on a un projet. C'est bon. Quelle bande d'ordures. Je ne crois pas. Et bon, ça n'a jamais été diffusé. À la fin des années 50, Superman apparaît dans 7 séries de bandes dessinées qui se vendent ensemble à plus de 4 millions d'exemplaires tous les mois. C'est arrivé de Mort Weisinger, le rédacteur en chef de Superman Comics. Du milieu des années 50 au début des années 60, le mythe du personnage est à nouveau élargi, car il cherche à créer un univers de bande dessinée plus logique et plus cohérent, introduisant essentiellement l'idée d'univers élargi dans les bandes dessinées. Il apporte plus de logique au pouvoir du personnage et introduit des nouveaux concepts, comme par exemple la forteresse de solitude, la zone fantôme, la ville de Kandor, la ville en bouteille, le monde de Bizarro, et le fait qu'il y ait différentes sortes de kryptonite. Il est à l'origine de la première rencontre
entre Superman et Batman, dans le numéro 76 de Superman en 1952, a introduit la Légion des super-héros et la Légion des super-pets, ainsi que des méchants tels que juste le Général Zod. Il y a Supergirl qui a fait ses débuts en 59 dans le numéro 252 d'Action Comics. Supergirl, la cousine adolescente de Superman, était si populaire qu'en 69, elle était en tête d'affiche des bandes dessinées d'Adventure Comics, et en 72, elle jouait dans sa propre série solo. Sous la surveillance du rédacteur en chef Julius Schwartz, celui qui a succédé à Weisinger à la tête de Superman en 71, la Justice League of America, Ligue de justice américaine, a été créée, et dans le numéro de 1960 de The Brave and the Bold du scénariste Garner Fox. Donc le fameux où il se retrouve confronté à Superman, y combat aux côtés d'autres piliers de DC, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Martian Manhunter. Et la popularité de la super équipe a naturellement donné naissance à la série de bandes dessinées Justice League 8 mois plus tard seulement. Et du coup, Superman, c'est le personnage qui a le plus vendu dans les années 70. Je vous fais ça très vite fait. Ça, c'est les années 66. Ah, je pensais un truc comme ça. C'est la comédie musicale. Ouais, la comédie musicale, c'est vrai. Ça a coûté une fortune, ça a été un échec. Voilà, ça je me souviens de ce truc-là. Ouais. Du coup, ils ont fait un programme télé. Le mec, il saute sur une table et tout, même pendant la danse. Là, tu vois trop qu'ils sont allongés, quoi. C'est horrible. Et donc, ouais, c'est lui qui fait des petits sauts, tu sais pas pourquoi. Enfin, vraiment, ça a pas trop fonctionné. Ça a été un gros échec. Ah, Wally avait trouvé. Bien joué. C'est la toute première comédie musicale de super-héros. Autant il y a plein de premières fois dont il peut être fier, autant il y en a moins. Vraiment, non, moins. Après, il revient à l'animation. Et donc... Oh, les Super Friends. Oh là là. Ouais, alors t'as eu plein de versions de Super Friends, je me souvenais pas qu'il y en avait eu. Il y a eu New Adventures of Superman, où il y avait aussi des petits trucs avec Superboy. Là, on voit, comment il s'appelle, c'est Titano, je crois. Après, effectivement, il y a eu... Ah oui, parce que t'as eu, un peu comme en France avec Ségolène Royal, aux États-Unis, c'était Action for Children's Television, qui a fait, du coup, annuler des séries à la télévision américaine. C'est pour ça que Superman apparaissait dans des séries comme The Brady Kids, qui était un truc tout pourri. Effectivement, il y a eu le retour avec Super Friends, qui a duré pas très longtemps, mais ouais, c'est aussi pour le plaisir des yeux. J'apprécie cette image. Je comprends. C'est aussi pour le plaisir des yeux, mais c'est aussi parce que la série Wonder Woman a remis un peu justement ces super-héros encore sur le devant de la scène, ce qui a amené à ce qu'il y ait de nouvelles séries Super Friends. Alors il y a eu plein de versions. Challenge of Super Friends, The World Greatest Super Friends, The Legendary Super Power Show, Ilya Salkind et Alexander Salkind, qui ont fait plein d'argent grâce aux 3 mousquetaires et qui se disent, bah tiens, on va racheter les droits à Superman pour en faire un film. Ils engagent un certain Mario Puzo qui a scénarisé entre autres un truc qui s'appelle Godfather, et qui va écrire un scénario. Ils vont embaucher Richard Donner, mais Richard Donner va trouver quand même que le scénario de Puzo est un peu trop sombre, donc il veut garder quand même pas mal des thématiques, mais en faire quelque chose de plus joyeux. Donc il va chercher Tom Mankiewicz, qui a écrit 3 James Bond. Ils font venir Marlon Brando parce que un grand acteur comme ça, forcément, ça donne du sérieux à une production. On a Lex Luthor, on a Zod. Ils ont vraiment des nouvelles techniques, ils construisent des sets de folie, utilisent des nouvelles techniques pour montrer les différents super pouvoirs. Excuse-moi, l'image d'avant, là, et celle avec Zod, c'est Superman 2. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que faut savoir après, les 2 films ont été tournés, de toute façon, l'un à l'issue de l'autre, donc bon. Ils ont été tournés en même temps, mais le problème, c'est qu'après, il y a eu un souci d'entente entre les producteurs et Richard Donner, ce qui explique pourquoi il a été retiré du projet, et c'est là qu'ils ont fait venir Lester. Même si il y avait, je crois, 70% qui avait été tourné de Superman 2, il a retourné pas mal de choses. Et d'où venait le conflit? C'était quoi le conflit? Alors ça, je sais pas, par contre, tu vas m'apprendre. Alors, le producteur ou Donner? Ah non, les producteurs. Ouais, connard. Ils voulaient que ce soit plus comique. Et Richard Donner, il a dit non, c'est pas ce qui était prévu, non, flemme. Et bien plus tard, d'ailleurs, il y a eu le premier mouvement Release The avec le Release The Donnerverse, où grâce aux fans, on a pu avoir la cut vraiment de Richard Donner, qui encore aujourd'hui est bien évidemment considérée comme la meilleure. Comme quoi l'histoire se répète. Bah oui. Et pourquoi c'est Lester qui est venu finir à sa place le film? Parce que c'est lui qui avait réalisé justement leur film 3 Mousquetaires avant. Et donc, en soi, c'est l'ancêtre de Joss Whedon. Mais totalement. C'est totalement ça.
C'est vraiment totalement ça. Voilà, après on arrive sur l'époque moderne, on va passer celui avec Pryor, bon bah où clairement on a un Superman qui est plus en retrait, avec le but c'est de laisser place à la comédie de Pryor. Le 4 qui voulait revenir au sérieux, mais sans thune. C'est un peu comme vouloir faire un menu gastronomique, mais sans pognon. Bah ça ne marche pas. Puis bon, revenir au sérieux avec Nuclear Man, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'était ça, je l'ai vu au cinéma, celui-là, je m'en souviens. Aïe, l'enfer, Nuclear Man. Cette Mais c'est image vrai est qu'à vraiment y réfléchir, souvent on dit que Superman 4 c'est le pire, mais c'est vrai que Superman 3 en vrai... Ouais. Superman 3, c'est un déroulement de sketch nul. Non, ouais, Superman 3 c'est compliqué. C'est juste que les gens oublient totalement le 3 en fait. C'est vrai que Superman 3... J'aurais Le tendance 4 à a marqué, donc les gens le citent en mauvais, mais juste parce que les gens Ouais. ont effacé le 3 de leur mémoire. Non. Parce que Superman 4, il a au moins, tu sais, il est tellement nanardesque qu'il en devient drôle à certains moments, tu vois. Alors que Superman 3, non. M'ont dit, ouais. Superman 3, c'est juste consternant, tu vois. Tu dis, oh non. 84, bien évidemment. Supergirl. Pas une réussite non avec plus. ce thème incroyable. Ouais. Le thème était fantastique, par contre. Le thème, il y a au moins ça. Ah ouais, le thème, pour moi, c'est le thème de Supergirl. Oui. Non, le thème, il est top. C'est moche. Par contre, c'est très très moche. On va pas se mentir. C'était John Newton dans la première saison, et ensuite il a été remplacé par Gérard Christopher. C'est un peu compliqué en comics. Il commence un peu à perdre du terrain, parce que certains considèrent qu'il est trop puissant, qu'il a trop de pouvoir, c'est difficile d'en faire des histoires intéressantes. On va tenter des changements. Batman va commencer à prendre le dessus en termes de popularité. Évidemment, très aidé par les films de Keaton, Batman et Batman le défi. Et on a l'arrivée de John Byrne, donc ça en 86, pour le coup, sur la série Man of Steel, mini-série qui ensuite va continuer en fait. Et on a ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur George Reeves, où justement, avec Byrne, on va avoir un Clark qui sera plus cette espèce de un peu bouffon machin, qui est quand même un personnage qui a déjà de la stature. Peut-être un peu trop arrogant, je me la raconte un peu, mais n'empêche que voilà, le fait d'avoir un Clark Kent un peu moins bouffonnesque, c'est bien, quoi. Oui, et puis des approches de développement du lore avec les Kent, les habits du Superman, son identité. Exactement. Et vu que Byrne, après le départ de Byrne de chez DC, on va tenter différentes choses pour remettre le personnage en avant. On va les marier, Lois et Superman, ce qui va être un gros succès, bien évidemment. Il va y avoir, bien sûr, la mort de Superman, avec voilà, quand il va être tué par Doomsday. Image iconique, bien sûr, et ça a vendu de ouf. Je sais plus c'est combien, mais je crois que c'est 3 millions d'exemplaires ou un truc dans le genre. Tiens, surprise, il n'était pas vraiment mort. Résurrection. Mais que se passe-t-il? Ça arrive dans les comics. Ah. Ah, celle-là. Qu'est-ce que je l'aime, celle-là. Qu'est-ce que je l'aime. Sacré Dean Cain. Ah, celle-là, elle est formidable. Il a eu ça formulé comme John Byrne dans le tout premier épisode. Elle est formidable, cette série. Avec Terry Hatcher, évidemment, Lois Lane. Série plus adulte. Pour le coup, on n'est plus sur une série qui est destinée aux enfants, où on a en plus le côté tension sexuelle, tout ça, qui marche bien auprès du public. Lex Luthor. Des vilains inventés aussi, comme Tempus, qui est un vilain récurrent qui avait été inventé pour la série. Dernière saison, ça partait un peu en n'importe quoi. On va pas se mentir. Il y avait un peu de bordel. Sachant qu'ils ont voulu, comme les audiences baissaient, ils ont voulu suivre ce qu'avaient fait les comics en les mariant. Ça a plus fait baisser l'audience parce que du coup, il n'y avait plus le côté suspense et tout ça. Donc, ouais, il n'y avait plus le côté tension. La série devait avoir une saison supplémentaire qui a été annulée au dernier moment. Ce qui fait que la série s'est finie sur un cliffhanger avec l'apparition de ce bébé chez Lois et Clark, dont on ne saura jamais ce qu'il fout là. Arrivée de Batman TAS, qui va donner suite ensuite à la série L'Ange de Métropolis. Extraordinaire série, bien évidemment. Magique. Mais oui. Et voilà, la meilleure adaptation de Superman, enfin de l'univers de Superman à ce jour, tu vois. Ouais.
Je suis assez d'accord. Clairement. C'est tellement, à proposer aux mecs qui se lancent. Ouais. Ah oui, beaucoup. Ouais. Franchement, quelqu'un qui veut connaître le lore de Superman, cette série animée. Meilleure porte d'entrée. Au top. Clairement. Au top. Ah oui. Les premiers épisodes. Enfin, déjà, t'as l'origine. Déjà, t'as Krypton. Après, tu vas vraiment comprendre les pouvoirs de Superman. Où petit à petit, on va te montrer, machin. Ça il peut faire, ça, machin. Enfin, c'est tellement bien pensé. C'est extraordinaire. Il a fait une petite apparition dans 2 épisodes aussi de Batman Beyond, avec une version future, une version plus âgée. Il y a eu évidemment l'animé Justice League, puis Justice League Unlimited, avec un roster plus agrandi. Ça me fait marrer, je savais pas. C'est des pubs qui sont cultes aux États-Unis, en mode Superman avec Jerry Seinfeld. Toute une série de pubs comme ça. Ça. Somebody save me. Somebody save. Je savais que ça vous plairait. Les créateurs qui ont décidé de garder l'essence, la base, un peu inspiré de Superboy, mais cette fois en disant il ne volera pas, il n'aura pas de costume. On veut vraiment s'intéresser à sa jeunesse. Tom Welling qui interprète le jeune Clark Kent. Si vous pouviez tous vous absenter pendant 10-15 minutes, je vous dis quand vous pouvez revenir. Christine Croc, c'était... J'aimais beaucoup Chloé aussi. Ah ouais, mais... J'arrivais pas à comprendre comment ça se faisait que Chloé était célibataire. Eh ben moi non les gars, c'était Martha. Allez, ciao. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Martha était une belle femme. Oui, non, c'est vrai. Tout à fait vrai. Qui était Annette O'Toole d'ailleurs, qui était très jolie aussi dans Superman 3. Ouais. Lois Lane est très belle aussi, il n'y a pas de doute. Non, c'était Alicia Baker la plus belle. Qu'est-ce que vous racontez? Alicia Baker. Et oui, je suis assez d'accord, Ghost. Franchement, c'est une bonne vision ensemble. J'ai mis cette image-là parce que j'étais obligé. Ouais, bon. Bah, ceux qui savent. Ses premiers émois. C'était ses premiers émois. Il n'y a rien de plus à dire. Ceux qui savent de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. Un des meilleurs Lex Luthor. Le meilleur Lex Luthor. D'accord. Live action. Parce que pour le coup, celui de Donner, sur la fiche qui possède lui a écrit au second meilleur Lex Luthor. Et sur la fin de la série, où on avait quand même un Clark qui travaillait au Metropolis, Lois Lane, La Fortune de Solitude qui avait pris une grande importance, Supergirl qui a fait plusieurs apparitions, jouée par Laura Vandervoort. Nom absolument charmant, Vandervoort. Moi j'aime beaucoup. On a même eu une réunion de salut, est-ce que toi aussi t'aimes les hoodies de couleur? Est-ce que toi aussi tu vas chez Decathlon? C'est ça. C'était fou ça. Et la toute fin de la série, évidemment. Avec ce plan iconique, évidemment référence à Alex Ross, avec le costume, enfin. Et mine de rien, Smallville, c'est ce qui a amené la possibilité d'univers comme la CW. Le Arrowverse. Tiens, c'est pour toi, Wally, je sais que t'aimes bien ça. Voilà. Et dans le crossover, on a pu quand même avoir une forme d'épilogue pour Smallville, où on a retrouvé Clark et Lois, mine de rien. C'était incroyable. Ouais. Ouais. Et puis voilà, bon, après on va passer vite fait, mais bon, il y a eu les projets avortés, celui évidemment avec Nicolas Cage par Tim Burton. Que nous avons retrouvé dans The Flash, d'ailleurs, pour notre plus grand plaisir. Non, fais gaffe, je me suis mis des barrières mentales. Si tu commences à en parler, ça risque de... Tu ne fais qu'un avec la force ne fait qu'un avec toi. Il y a eu un projet de BVS qui a été avorté. Oh, c'est qui le bonhomme là? Un petit Britannique là. Le petit Cavill en 2004 qui passe une audition pour jouer Superman. Mais à l'époque, c'était pour un projet de film qui s'est jamais fait. Le projet de George Miller, sa Justice League qu'il voulait faire à l'époque, et Bryan Singer. Où là, ça a donné Superman Returns, évidemment, avec Brandon Routh, qui joue vraiment le même personnage que jouait celui une continuation du personnage de Christopher Reeve. C'est le même Superman. Je sais que NCK, tu l'aimes bien celui-là aussi. De Superman de Brandon Routh? Le Returns. Ah, Superman Returns, en soi, oui, non, j'aime bien le film, je l'apprécie, mais maintenant... À moins qu'en tout, quand même.
Il y a des défauts. Voilà. Oui. Le plus gros défaut étant d'avoir voulu rester dans le Donnerverse. Déjà, ça, c'est le truc. Ça, c'est une connerie, ouais. Bah, c'est la connerie qui, derrière, donne naissance à plein d'autres petites conneries, si tu veux, qui sont liées à ça, quoi. Tu vois. Ouais, carrément. Celle-là, j'en ai jamais entendu parler. Ça m'a étonné de voir une série que je ne connaissais pas. Oui, les jeunes. Ah, si, moi, j'ai déjà vu à la télé. Ouais. Ah ouais, je me rappelais pas, celle-là. Avec un clone de Superman, ce personnage-là. J'ai jamais entendu parler. Bon, bah après. Krypton, évidemment. Il y a eu plein de séries à la con. Puis après, bah, tout l'univers des films animés, bien sûr. Il y en a eu un paquet. Il y en a eu pas mal. Superman est dans 24 ou 25, je crois. 25 films. Le paquet des films animés, ouais. Ouais, il est dans 25 des films d'animation, je crois, un truc dans le genre. Il y a le New Frontier, enfin voilà, il y en a eu plein, le Public Enemies, ça c'est Apocalypse, je crois. Ouais, Apocalypse War, je crois. Ouais, voilà, t'as le Doom, enfin tous les. T'en as des biens, franchement, t'en as très cool. Le Reign of Superman, le Red Son. Alors ça, par contre, ça c'est le Tomorrowverse. J'ai vraiment du mal, quoi. Man of Tomorrow. Le Superman Man of Tomorrow était pas trop mal. Je m'attendais à mieux. J'avais été un peu déçu quand même. Mais bon, ça faisait le café. Oui. T'as le Superman Shazam aussi. Ah, celui-là. Ah, Superman vs The Elite. vs The Elite, ouais. Vraiment, vraiment bien celui-là. Il est un peu apparu dans la série Harley Quinn, dans Lego, et on arrive à l'époque moderne. Je vous passe le truc. C'est fini. Quand je disais que je m'étais un peu enflammé dans mes recherches. On peut tous applaudir Deviant pour sa thèse maintenant. Ouais, j'applaudis parce que là, on voit que on voit vraiment que Deviant a bossé. Il a bossé dur. Je l'ai pas improvisé celui-là. Ah ouais, tu peux aller t'asseoir. Bravo le chat parce qu'il a bossé. Clairement, il a bossé. Déjà, ça peut être intéressant. Comment t'as découvert Superman, toi, NCK? Ton premier rapport avec Superman? Et est-ce que t'as accroché direct ou est-ce que c'est un truc qui est venu avec le temps? Enfin, comment ça s'est passé du coup? Ah non, moi depuis. Moi, j'avais les déguisements quand j'étais petit, tout ça. Mais je dirais que la première fois que je l'ai vu, en réalité, je pense que je m'en souviens même pas. Je devais être en maternelle, et j'ai accroché. Mais en tout cas, les premiers gros souvenirs que j'ai où vraiment j'ai senti que j'étais fan, que j'accrochais, c'était pour la série animée. Voilà, donc L'Ange de Métropolis en France. Et puis aussi la série Lois et Clark avec Dean Cain, justement. Je loupais pas un épisode. Voilà, là c'est comme ça que ça a commencé, clairement, avec le générique iconique, tu vois, c'est-à-dire que j'écoutais en portant mon déguisement. De Superman. Et puis après, là je dirais que ça, c'est les deux premiers piliers, mais le troisième pilier, ça a été Smallville. Ouais. Mais après, c'est arrivé un peu plus tard, Smallville. C'était vraiment fin école primaire, début collège, là, pour le coup. Mais... Presque la même chose, hein, ouais, donc très tôt, 5-6 ans, quand je commençais à être bercé par le monde des comics aussi. Le premier film avec Donner, la série animée, et puis Lois et Clark par la suite. Ouais. Je pense pareil, il y a eu les Donner. Je sais pas lesquels j'ai eu. En plus, c'est compliqué parce que je peux même pas fixer aux années de sortie. Je sais qu'il y en a que j'ai vu au ciné, mais tu sais, c'est les trucs tu sais, la boîte de mon père pour le CE qui faisait pour Noël, qui passait des films pour tous les gamins. Oui, je vois le délire. Ouais, tu vois, mon père était chauffeur de bus et donc la compagnie faisait ça, t'as la l'UGC, c'était une séance dimanche matin réservée vers le moment de Noël. À l'avance, t'avais une liste avec des jouets, ceux par tranche d'âge, où tu pouvais en cocher un du coup que la boîte t'offrait, et t'avais une boîte de bonbons. Je me souviens toujours. Et du coup, souvent, c'était des films qui n'étaient pas forcément de l'année là, tu vois, c'était des films qui récupéraient, qui repassaient. Donc des fois, c'était des films qui avaient 3, 4 ans, machin. Et je pense que les Donner, je les ai vus dans ce contexte-là, du coup, et que j'ai pu les découvrir sur grand écran, parce que c'était dans ce contexte de films de Noël pour les enfants de la boîte, quoi. Et ouais, pareil, il y a eu ça, donc tous les Donner. Je sais que le 4, je suis certain. Ça, j'ai le souvenir, je sais dans quel cinéma je l'ai vu. Le 4, c'est sûr que c'était au ciné, mais je pense que ceux d'avant aussi. Et Davy a connu le dessin Superman de Fletcher. Je t'emmerde, Ghost.
J'ai connu les Fletcher, carrément. Ben oui, c'est ça le truc. Mais d'ailleurs, maintenant que je le dis, j'avais aussi une cassette des épisodes de Fletcher quand j'étais petit. Ah yes. Alors, qu'est-ce que j'avais dû acheter, genre, tu sais, dans les bacs du Lidl, au niveau de la caisse. Il y avait des cassettes ici, je me rappelle. On a manqué des trucs comme ça, ouais. Et je crois que j'avais acheté une cassette sur laquelle il y avait plein d'épisodes justement de Superman de Fleischer. Et puis je l'ai regardé des fois quand j'étais petit, puis je disais oh c'est cool, j'aimais bien. Tiens. Je crois que c'était sur FR3 à l'époque. Moi, il passait régulièrement des vieux cartoons comme ça. Tu sais, comme il passait souvent tous les vieux Bugs Bunny quand il y avait c'était l'émission d'Eddie Mitchell où il passait les vieux cartoons et tout ça. Et je crois qu'ils avaient repassé les Fletcher à un moment aussi. Je suis quasiment sûr que je les avais vus à ce moment-là. Ouais, les Fletcher, c'est ouf comme ils sont toujours aussi beaux, quoi. Avec les années qui passent. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, comme je le dis toujours, moi, je suis reconnaissant du coup à la télévision d'avoir fait de moi un fan de Superman. Parce que moi, c'est la télévision qui a fait de moi un fan. Hein. Si j'avais vu que si Superman, ça s'était limité qu'au cinéma, pour moi, je serais peut-être pas fan aujourd'hui. C'est vraiment la télé qui a fait de moi un fan. Bah, il faut une présence continue quand. Et si t'as juste le film et t'as rien pour te nourrir après, voilà. Mais les séries, ça permet vraiment de continuer à exister, de le voir toutes les semaines, de l'agrémenter le dos. Ouais, c'est là qu'effectivement ça prend toute son ampleur. Il y a un développement de l'or qui est bien plus élevé dans les séries, quoi. Au cinéma, au final, encore une fois, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais. Puis après, il y avait comme aussi un peu de comics, du coup, même à l'époque, de mon côté, parce que du coup, je profitais de ceux de mon oncle, et moi, ceux que je récupérais de temps en temps. Mais comme beaucoup, j'étais plus Marvel quand j'étais vraiment gamin. Donc, j'avais quand même des DC parce que mon oncle avait un peu de tout. Donc ça, c'était cool. Donc, du coup, vraiment, depuis tout petit, comme je dis souvent, moi, j'ai commencé avec les Conan, les trucs milieu de l'armée. Enfin, il y a vraiment tous les vieux comics, même d'avant super-héros. Et il a continué à suivre après. Donc, ouais, ça, c'était une chance de... Chaque fois que j'allais chez mon oncle, il y avait des cartons de comics. C'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Christopher Reeve, je le trouve quand même extraordinaire. Dans cette version de Clark. Dans sa version de Clark, je le trouve extraordinaire. Dans le premier Superman. Ouais. J'aime bien celui de l'Ange de Métropolis, en fait. Celui de la série animée. Ah oui, si on parle animation, par contre, là, c'est autre chose, ouais, c'est clair. Ah, moi, ce serait les deux premiers. Christopher Reeve, pour moi. Ton oncle, c'est le OG, c'est ton sensei, il t'a donné ton savoir comics. Tu sais, ce que dans Karate Kid, il a le petit truc blanc, machin et tout. Fais ça. Pour lire un comics. Tu sais, il m'entraîne d'abord à peindre la façade avant de pouvoir ouvrir un comics, pour avoir bien le geste et tout. T'as ton petit bandeau Superman, en fait. C'est ça. Avec le symbole, Pour moi, le meilleur, c'est celui de Lois et Clark. Dean Cain, il se défend bien sur certains points. Ouais, c'est pareil. Lui aussi, c'est un Clark plutôt cool. C'est comme George Reeves. Oui. Voilà. C'est un Clark plutôt cool. Il n'a pas du tout le côté ridicule. Non. Ça, en vrai, c'est un truc très propre à celui de Reeves. Ça, en vrai. Il n'y a pas eu beaucoup de versions qui soient à ce point-là, sur ce côté-là, en réalité. Quoi. Bah oui. Ça, c'était vraiment une idée de Richard Donner, parce qu'il s'est dit, ouais, je vais vraiment accentuer la différence entre Superman et Clark Kent. Mais sinon, les autres versions, en vrai, il n'y a pas trop ça. Hein. Continuons. Bref. Du coup, on a une partie sur les sidekicks. Les sidekicks. Alors, on va dire sidekick au sens large. On est plus dans les personnages, dans le lore des personnages amicaux. Le sidekick, c'est un particulier. Parce que est-ce que Superman a vraiment un sidekick? Pas vraiment, en fin de compte. Hein. Non, il y a juste eu dans... Ce serait quand même assez débile. Oui. T'as juste eu là, dans le World's Finest récent, où t'as le délire avec Thunderboy. Ouais. Mais voilà, sinon, en réalité, non. Même Crypto, à la limite, tu pourrais dire. Un animal de compagnie, quoi. C'est un chien, tu vois. C'est pas... Oui, mais qui peut déplacer les montagnes, quand même. Oui, mais on va... Après, je veux dire, si on commence à dire à mettre Crypto au même niveau que Robin, ça va commencer à me poser problème aussi, tu vois. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Si on les met dans la même catégorie, là, ça devient compliqué, tu vois. Mais putain, j'ai souvenir, je sais plus, dans les comics, où vraiment Crypto qui débarque, et il est tellement classe. Avec les yeux rouges, avec le machin. Il y a des fois où il arrive vraiment à en faire une version qui peut être hyper badass, quoi.
S'il arrive à faire la version vraiment badass, mais il y a des super histoires avec Krypto. Moi, je me rappelle d'une histoire pendant que Superman est mort, où il y a tout un numéro, on suit que Krypto, et c'est trop triste. C'est vraiment trop triste. Vous pensez pas que Superman Returns, c'est comme Batman et Robin pour le personnage, genre ça tue le perso pour les années après? Non, pas à ce point-là. Non. Ça n'a pas non plus fait de mal. C'était pas forcément un choix judicieux, mais ça n'a pas vraiment fait de mal. Oui, je suis d'accord. En ce moment, effectivement, son sidekick, c'est Lex Luthor. À contre-cœur, mais oui, un peu de ça, effectivement. Mais du coup, toi, NCK, c'est quoi les personnages que t'aimes dans le lore de Superman, du coup Ouais, ses alliés, tout ça. Alliés, j'aime bien Steel. Oui. John Henry Lawrence, je l'aime bien parce que je trouve que c'est un personnage qui peut être intéressant. Je sais pas, en tant vraiment que héros de Metropolis, quoi. Par exemple, même si en tant que partenaire, mais aussi en tant que, pourquoi pas même remplaçant un peu dans la veine Reign of Superman, tu vois. C'est-à-dire même si pas forcément dans la mort, mais même Superman n'est pas là, il est en train de s'occuper de je ne sais quoi quelque part dans le monde, et bah Steel il est à Metropolis, il veille au grain. Voilà. Supergirl, j'aime. Superboy, le Superboy Connor Kent, j'ai jamais été trop fan en vrai du clone, à part dans Young Justice où il était cool en effet, c'est vrai, mais sinon mis à part ça, pas fan. Il y a un lore intéressant un peu dans le fait qu'il soit le mélange de deux antagonistes. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est bon. Oui, tu voilà. vois. Une fois que tu as compris ce truc-là, ça va. Puis il faut qu'un jour, dans les comics, ils se mettent d'accord sur à quoi ils veulent qu'il ressemble. Ça m'a toujours fait rire, ce truc du fait qu'il ait vraiment deux apparences hyper définies, mais complètement différentes. C'est très bizarre, ce truc-là, quoi. C'est le seul personnage qui a ça, en vrai. Il n'y a pas d'équivalent où vraiment il a son apparence avec la veste en cuir, tout le bordel machin, et l'apparence avec le t-shirt noir en mode tout balèze. D'ailleurs, le Superboy John Kent aussi que j'aime bien, mais petit, enfant, pas l'ado. L'ado, il me fait chier. Vraiment le John Kent enfant, voilà. On va dire pré-Bendis. Ouais. Après, là, on parlait des alliés. Hein. On parlait vraiment sidekick alliés et tout. Je crois que là, j'ai dit vraiment ceux que je préfère. Voilà. Partenaire de vie, on va dire que c'est. Ouais, puis quand il s'agit de mener l'enquête, ou des fois, les informations sont venues d'elle. À Starlight, disons aussi Jimmy. Bien sûr. Il y a ces petits moments de bravoure là-dedans. Hein. Exactement. Encore une honte de Snyder, ça aussi. Bon, bref. Non, complètement. Toi, Dylan? J'aurais dit les deux derniers que vous venez de citer, là. C'est ceux qui me parlent le plus, hein, quand on parle du Lord Superman, de ses sidekicks. Pitros? Lois, Jimmy Pitros, oui, évidemment, en plus, ouais. Très peu mis en avant aussi, ça. Donc, le Lord Smallville et tout, ouais, tout à fait. Mais ouais, non, je pense, vous avez dit les mêmes. Non, franchement, c'est bien. Mais juste parce que Beppo, c'est l'attachement, c'est, voilà. Il fait tellement partie du lore. Oui, Beppo. On rappelle le matin, voilà. T'es content quand tu le vois, Beppo. Tu vois, quand il gardait les deux petits gamins, là, quand il revient sur Terre, avec les deux gosses, t'es content, il y a Beppo. En partenaire, j'aime bien aussi Bibo Biboski. Ah, c'est lui, je disais. Le Beppo. Ah oui, voilà. Ouais, oui, oui. Okay. On parlait du même. Ouais. Parce que on va dans la série des années 90, notamment, en série animée, pour ceux qui veulent. Quand il revient sur Terre, Superman, t'as un moment justement où c'est lui qui garde les deux gamins, qu'il a ramené avec lui. Oui, Perry White, bien sûr. Génial, Perry White. C'est pas qu'on sous-estime Connor, il a un côté intéressant, mais en même temps, même DC ne sait pas quoi en faire. Et ça s'est vu d'ailleurs sur la dernière série qu'ils lui ont faite, la mini-série, où clairement, d'un point de vue méta, c'était lui qui se rendait compte qu'il n'avait pas de place. Et c'était vraiment, au final, c'était l'éditorial qui disait on n'a pas de place pour lui. Et du coup, il l'envoyait dans l'espace et il se formait un peu une espèce d'équipe, ça donnait un truc un peu à la Gardien des Galaxies, mais ça montrait vraiment à quel point eux-mêmes ne savent pas quoi en faire. Et il est là le problème. C'est ça le truc. Dylan, les ennemis. Alors, je vais être original, dans un certain sens, donc ça peut être large, hein, qui est aussi ici. Du coup, son cœur, son empathie, ça peut lui jouer beaucoup de tours, et du coup, forcément, Luthor s'en sert contre lui, quoi, notamment. Donc, autant une force qu'une faiblesse, quoi. Pour le coup, je pense que c'est indéniable du personnage. Ça... Pour rappeler un peu dans les ennemis, il y en a plein, tu vois, Bizarro, Atomic Skull. Après, en public, tout à fait, ouais.
Bloodsport, Brainiac, le Cyborg Superman, Darkseid, Doomsday, l'Éradicator, Faora, Zod, l'Intergang, Jack Sur, Silver Banshee, Livewire, Lex évidemment, Riot, Lex et Merci, Metallo, Mongoul, Mr. Mix, lui. D'ailleurs, très bon comics à lire sur Luthor. Excellent. Ouais. Toyman, Parasite, Superboy Prime, alors qu'il est plus actuellement, maintenant non, c'est redevenu un gentil, Superboy Prime. Titano, on en parlait tout à l'heure, le super singe. Le professeur Emile Hamilton. Emile Hamilton d'ailleurs, qui est à la fois un partenaire allié, mais qui peut des fois aussi devenir ennemi. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu présenté ennemi dans le Chronicles, par exemple, là dans le 1 au début. Ultra Humanite. Enfin, vraiment des personnages comme ça, quoi, plus terre à terre. Même si j'aime bien les ennemis aliens, quoi. Alors, en ennemi alien, mon préféré, je pense que c'est quand même Brainiac. Mais ça oui, pareil. En alien, Brainiac. Celui que je déteste le plus, c'est celui qui avait créé Bendis. Quand il a réinventé l'origine de la catastrophe de Krypton, là. Putain, quelle idée de merde. Même d'ici, Festi, ils ont oublié. En mode quoi ? Non. Même eux, ils l'ont enlevé du canon, en vrai. Ah bah, Freeze 9 me lance. J'ai pas lu. Voilà. J'ai tout lu, je la déteste. C'est la pire. C'est la pire de toutes. Ouais, Rogolzar. Ah, je le déteste, Rogolzar. Non, vraiment, la période bénie. Attention, il y a 2-3 petites exceptions de quelques pages que j'ai bien aimées. Vraiment des pages. Genre quand Clark annonce, quand il décide de révéler son identité, genre il y a une page avec Perry qui est super belle, parce que t'as pas de bulle de dialogue, t'es de l'extérieur du bureau, et t'as juste les silhouettes, exactement, quand il le prend dans ses bras et tout. Et j'adore le moment quand il l'annonce à Jimmy Olsen, et que Jimmy est en mode, quoi ? Puis il est là, regarde. Je sais quoi ? Et ça dure tout un moment, et puis au bout d'un moment, il est... Du coup, c'est en mode, non mais je le connais depuis plus longtemps, évidemment que j'en ai parlé. Il est hors de question que c'est toi qui lui dise. Mais il y a des petites pages. C'est de la merde. Le run, c'est de la merde. Enfin, vraiment... il y a carrément des passages qui sont incompréhensibles. C'est inintéressant. Ils s'en mêlent dans des trucs. C'est une catastrophe. Ouais, Rogolzar, bon ça. The Circle, en soi, peut être l'ennemi de Superman. Mongoul, aussi incroyable. Ouais, depuis le run de PKJ, il est remonté dans mon estime. On en parlait en off avant de commencer, justement. Et oui, complètement. Bendis qui avait canonisé Nuclear Man et qui n'en fait rien. Mais il fait rien de rien, Bendis. Bendis a toujours été comme ça. Même quand il est bon, c'est quelqu'un qui en a rien à foutre du canon qui est venu avant quand il reprend un titre. Quand il reprend Moon Knight, il te transforme complètement Moon Knight, où là où normalement il a 3 identités distinctes qui sont les siennes, d'un coup, Bendis arrive, ah bah non, maintenant il voit Wolverine, Captain America et Spider-Man qui le suivent partout. Mais il en a rien à foutre du canon. C'est Bendis. Ils sont carre l'oignon du canon. Ils s'en fichent. Sauf qu'à l'époque, il était bon. Maintenant, non seulement il s'en carre l'oignon du canon, mais en plus, c'est pas bon. Là, du coup, ça va plus. Murieki comme Nemesis dans le Superman de Gunn, autre que Luthor. Bah, du terrestre pour NCK, de toute façon. On va y revenir, de toute façon, c'est une question quelque part plus tard. Donc, voilà. Même un personnage, même un peu quelque chose de type peut-être Amazo, quelque chose comme ça, ce serait sympa. Ouais. Amazo, c'est un scientifique, un truc comme ça, hein. Amazo, c'est un peu comme le délire des sentinelles qui s'adaptent. C'est créé par un scientifique. Et en fait, ouais, le truc, c'est qu'il peut s'adapter au pouvoir qu'il a en face de lui. Bah, surtout, vu les personnages qu'il y a dans le film, ça pourrait être très intéressant, quoi. Carrément. Voilà. Niveau volonté et détermination, c'est fou comme Lex Luthor est incroyable. Ouais, c'est comme Black Manta, ils sont tellement déterminés, carrément. Oui, c'était D'ailleurs, Oz a fait une vidéo pour Black Manta, ceux qui ne connaissent pas trop. La partie où chacun cite sa case, sa planche, sa scène, voire sa phrase. En tout cas, marquant par rapport à Superman, ouais. Du moins une de n'importe quelle adaptation sur le personnage. NCK, je te laisse commencer, du coup. Le tome 4 de Superman Infinite. Voilà. Alors, du coup, c'est... Voilà, tome 4 avec Mongoul qui est magistral sur cette couverture. Oui. Donc voilà, du coup, dans ce tome, on a un flashback sur Mongoul, sur l'enfance de Mongoul, mais aussi un flashback sur l'enfance de Clark.
quand il était gamin, bah, il a vécu une période difficile où sa mère, en fait, avait le cancer. Et lors d'un match de foot avec ses amis, exactement, elle portait des perruques. Donc, lors d'un match de football, vraiment soccer, voilà, comme disent les Caries, avec ses amis, bah, y en a un qui est un petit bully qui voulait s'en prendre à lui et qui s'en est même pris, du coup, à sa mère, qui a balancé son ballon sur sa mère. Martha est tombée, la perruque est tombée, elle a été un peu battue. Et bah, Clark, forcément, le premier réflexe qu'il a eu, c'est qu'il a voulu défendre sa mère. Il s'est dit, bah attends, maman, je vais lui démonter sa tête, en fait. Sauf que Martha lui a dit non. Exactement. C'est ça. Sauf qu'elle a dit non, c'est pas comme ça qu'on règle le conflit, tout ça. Puis après tout, Clark, tu sais pas ce qui se passe dans la vie de ce garçon. Parce qu'en gros, c'est pas normal qu'un enfant de son âge ait autant de colère. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, Clark, une nuit, alors qu'il voulait se venger, parce qu'il voulait voler le vélo de Caleb, enfin, il voulait lui rendre plus tard, je crois, mais il voulait lui donner une petite leçon, quoi. Et bah, c'était un peu plus calme que le frapper, quoi. Il voulait voler le vélo. Voilà. qu'on fasse pas passer Clark pour un délinquant. Non. Et ben, il entend qu'en fait, le petit Caleb se fait frapper par son père alcoolique. Voilà, donc du coup, Clark comprend en fait d'où vient la colère de Caleb, et puis il y a même le père de Caleb qui est sur le point de se foutre en l'air dans sa voiture, donc il le sauve. Donc c'est un des premiers sauvetages de Clark. Il emmène à l'hôpital et c'est même là qu'il entend que c'est grave pour sa mère. Exactement. Et puis du coup, ça finit avec le Caleb et Clark qui ont une nouvelle confrontation, exactement. Et Clark, cette fois-ci, vraiment joue la carte de l'humilité, de la compassion, même plus. En essayant. Les gamins se moquent de Caleb parce que tout le monde sait que son père est un alcoolique et tout ça. Voilà, et Clark va vouloir le défendre. Le gamin le prend mal, le frappe. Et on voit Clark en mode je vais le laisser faire. Et on voit il bouge la tête pour que l'autre se casse pas la main. En mode il faut que je l'aide et il a besoin de compassion, quoi. Et il est par terre et il va lui dire mais Caleb, oui, t'as pas à reproduire ce que fait ton père et tu peux être meilleur que lui en fait. Et c'est pour ça que Caleb, touché par les paroles de Clark, revient vers les Kent, pas juste Clark, les Kent. Donc Clark, Jonathan et Martha qui sont à l'hôpital pour Martha qui est en train de faire une chimio ou quelque chose comme ça. Et en fait, il s'est rasé la tête pour s'excuser auprès de Martha. Et il lui dit, en gros, il dit qu'il va à Métropolis chez une tante, puisque son père, évidemment, s'occupera plus de lui. Hein, voilà. Et des années plus tard, peut-être 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, quand Clark est devenu Superman, il entend justement Caleb dans un centre dans un foyer pour enfants à Métropolis. Et Caleb est devenu éducateur. Et puis justement, on voit que Caleb, en gros, donne du bonheur à des enfants dans le besoin, quoi. Et puis là, j'ai dit, voilà, ça c'est Superman. Tout en simplicité, il n'y a pas besoin d'extraterrestres, il n'y a pas besoin de boum-boum, de grosses droites, de ceci, de cela. Ça, c'est le message de base, quoi. Et puis, c'est tout ce côté, vraiment, ce qui est dit de... Parfois, c'est juste les petits gestes, c'est juste ces petits moments où on peut être là pour quelqu'un. Et aussi petit que ça puisse être, il y a l'effet cascade ensuite. Et parce qu'à un moment, tu auras eu un geste de gentillesse vis-à-vis de quelqu'un, tu peux pas savoir les conséquences que ça peut avoir dans l'avenir et à quel point ça peut changer la vie de personne. Et c'est magnifique, quoi. En fait, Clark a changé le cours de la vie de Caleb, quoi. Ouais, complètement. Et maintenant, le fait de s'être ouvert à lui, ça lui a permis à Caleb de s'ouvrir aux autres et maintenant, c'est lui qui aide des enfants. Et du coup, pour ce geste-là, combien d'enfants derrière ont pu être aidés par Caleb? Et c'est vraiment très bon choix, franchement. C'est vrai que... Mais ouais, n'oubliez pas que personne ne reste bon dans ce monde. Je hais cette page. Bref, voilà, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit mais voilà, mais c'est ça, c'est excellent. Ouais. Tout de suite, j'ai fait une story là-dessus. J'ai dit c'est magique. Ah, je l'ai relu du coup quand on a parlé sur la discussion Insta tout à l'heure pour retrouver le passage justement et je l'ai relu et direct ça me fout le... Ah putain, non c'est magnifique, c'est juste magnifique.
C'est splendide, splendide. Et toi, Dylan, du coup? Mais très bon choix, en tout cas, vraiment très très bon choix. Du coup, je vais prendre une phrase que j'ai assez souvent dit, c'est vrai, ces derniers temps, mais d'un film que j'aime beaucoup. Hein. Tu donneras au peuple de la terre un idéal à atteindre. Ils se rueront sur tes pas. Ils trébucheront, ils tomberont, mais le moment venu, ils te rejoindront dans le soleil. Le moment venu, tu les aideras à accomplir des miracles. Je sais que Etiquette n'est pas fan de ce Jorel-là, mais tu voyais ma tête, est-ce que tu voyais ma tête qui commençait, ouais, qui commençait à perdre de sa vie. Il y a la vie Moi, qui commençait à quitter mon corps. Là. Tu sais qu'on dans les mangas avec le petit fantôme qui sort comme ça. C'est vraiment ça. Oh la vache. Moi, c'est vraiment la phrase qui, je trouve, résume aussi tout aussi bien pour moi ce qu'est Superman, quoi. D'être le symbole d'espoir, par l'exemple que tu viens de donner et que j'ai, ce qui fait que, comme vous le savez, on en a parlé aussi pour les Pop Awards. Voilà, si vous ne saviez pas quoi regarder sur la chaîne, n'hésitez pas. On parlait justement dans le côté comics de Superman, parce que très belle année en comics, hein, avec des ressorties, notamment ressorties en tout cas par For All Seasons ou Kryptonite, où du coup là, le gros côté humain est bien accentué du personnage. Et donc là, je pourrais citer presque l'ensemble des deux comics, quoi. Par le genre de casse, comme tu disais, sur Infinite. Le voir se questionner sur ses pouvoirs, le rapport des Kent envers lui, forcément, avoir peur pour lui, comment agir ou quoi autour de lui. Enfin, voilà, quoi. Les interactions sont hyper riches autour du personnage, il en faut pour qu'ils se construisent aussi, donc voilà. Moi, du coup, je vais en improviser une. Parce qu'avec mes recherches, j'avais pas eu le temps, j'avais pas réfléchi. Mais si, moi, une qui marche toujours, c'est. Alors, c'est pas que cette case-là, mais c'est tout ce que représente ce comics. Superman et Happy Gaming dans Up in the Sky. Pour le coup, un des Tom King que j'adore. Vraiment que j'adore. Et en gros, le pitch, il semblerait qu'il y ait eu une attaque sur une maison. Et il y a 2 enfants qui ont disparu. Un des 2 enfants qui va mourir à l'hôpital. Et enfin, non, il y a un enfant qui est disparu, l'autre est à l'hôpital, va mourir. Et il y a cette petite fille qui donc a complètement disparu. Et Superman qui est en mode qu'est-ce que je fais en fait? Il y a une gamine qui a disparu, je sais pas du tout où, et qui va y aller. Et parce qu'il y a que Superman qui traversera tout l'univers s'il le faut, même si c'est juste juste entre guillemets pour une enfant, même s'il se passe d'autres choses, même s'il y a d'autres dangers, même si machin. Le truc, c'est si ce n'est pas Superman qui espère que Superman ira le sauver, comment pouvoir le décevoir? Et malgré toutes les épreuves qu'il va traverser, malgré le temps que ça va lui prendre, malgré tout ce qui va se passer, c'est le Superman qui n'abandonne jamais, même quand c'est juste une enfant qui a besoin de lui. Et vraiment, non, je le trouve magnifique. Enfin, c'est le Superman que j'aime, quoi. Vraiment, qui fera n'importe quoi, même si c'est juste pour un individu, et qui peut pas laisser quelqu'un quelque part dans le désespoir sans pouvoir intervenir. Pour que moi je dise du bien de Tom King. Alors, je dirais pas que c'est un de mes préférés, tu vois, mais j'avais bien aimé quand même. Et il y a Wally qui disait pour Kingdom Come, comme il disait en privé tout à l'heure, si jamais. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, le petit dernier conseil. Ah, conseil quoi? Conseil lecture? Ouais, global, ouais. Conseil lecture pour Superman. Des trucs sur Superman. Qui veut commencer? Je peux commencer s'il faut, sinon si vous voulez le temps de réfléchir. Allez-y, ouais. Moi j'ai déjà dit de toute façon, avec les deux là notamment. Oui, moi le conseil lecture, je reviens à ce que je disais au début. Conseil lecture, moi je pense que je dirais For All Seasons et Kryptonite pour commencer. Parce que tu vois, parce qu'évidemment il y a Kingdom Come et Kingdom Come, je trouve qu'il faut quand même avoir des bagages d'ici pour lire ça. Tu peux pas dire allez, j'ai jamais rien lu, Kingdom Come. C'est moins intéressant si t'as pas les connaissances. Ouais. Et pareil, je me suis mis de côté parce qu'en fait, il y a aussi une suite à Kingdom Come que j'avais pas encore lu. Ouais. Or, il y a le World's Finest récent, mais il y a aussi eu une autre histoire en rapport avec Kingdom Come. Et alors moi, pour sortir un peu du coup des classiques, 2 que je conseillerais, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo qu'on avait faite avec un G-Comics, c'est Camelot Falls, alors qui est disponible qu'en VO,
mais qui est assez intéressant. J'aime bien, justement, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, ces comics qui trouvent un point de vue, un angle d'attaque un peu différent, comme le fait Kryptonite, par exemple. Et Camelot Falls, en gros, c'est... Et si, en fait, le fait d'avoir Superman, si le fait d'avoir ce super-être qui gère nos problèmes, au final, n'était pas notre pire problème, n'allait pas se retourner contre nous à un moment. En gros, c'est un sorcier qui revient du passé, parce qu'il voit la fin du monde, et en gros, il vient expliquer que si tu continues à faire ce que tu fais, à sauver les gens et machin, en fait, tu fais reculer le mal, mais le mal grossit. Grossit. Plus tu le gardes à distance, plus il grossit. Et en fait, quand ça va taper bien plus fort que ça l'aurait fait sinon. Donc, toi, ta présence, ton existence menace l'humanité par ce biais-là. Et c'est assez intéressant. Et du coup, c'est un Superman qui se pose la question de mais est-ce que je peux ne pas aider? Enfin voilà, il y a tout ce questionnement-là. Et sinon, alors si vous avez du temps et si vous êtes prêt à vous aider d'une liste pour vous aider dans l'ordre, il y a New World of Krypton. Si vous lisez vraiment alors ça se trouve en 2 TPB assez courts. Si vous voulez lire vraiment l'histoire complète, c'est 89 issues en tout. C'est l'équivalent de 89 issues. Là, il faut vraiment s'aider d'une liste pour savoir l'ordre parce que c'est introuvable sinon. Ça se passe après le Superman Brainiac. Superman va pouvoir redonner sa taille à Kandor. Va faire ça dans le Grand Nord. Le problème, c'est qu'imaginez du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec quelques milliers de Superman sur Terre. Il va y avoir des tensions, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à se créer leur propre monde, le New Krypton, à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. Il y a le retour de Zod, il y a plein de choses. Enfin, vraiment, c'est génial. Et en plus, ça permet il y a plein de personnages qu'on a peu l'habitude de voir maintenant, genre Monel, qui est assez présent dans le run, The Guardian, on a Supergirl qui est assez présente aussi, parce que du coup, il y a le retour de ses parents, qui étaient enfermés dans cette version-là sur Kandor, justement. Donc, elle va retrouver ses parents. Enfin, il y a vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Ça prend du temps, mais c'est vraiment super cool à lire. Donc ouais, je conseille ça aussi. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ça me paraît bien. Pas mal. Ça me paraît pas mal. Pour finir, du coup, il y a la partie avenir de Superman. Mais du coup, on va vous souhaiter à tous une excellente... J'ai envie de finir en ASMR. On va vous souhaiter à tous une excellente fin de soirée. On vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Merci de votre confiance. Merci de votre amour. On vous aime. Tu es beau, tu sais. On te trouve beau. Tu es beau. Bon, ça devient bizarre. Là, ça devient super bizarre, les mecs. C'est maintenant qu'il faut arrêter. C'est maintenant. Là, faut qu'on se ressaisisse parce que ça va plus. Oui, ça vous savez, Marvel d'ici. Allez, on vous fait des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Ouais, non, c'était croisé, c'est vrai. Ouais, putain. Mais ouais, il faut que tu y sois, Redouane. Franchement, ça ferait trop plaisir. Allez, des gros bisous tout le monde. Ciao. Salut. Bye.